19 h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Intégrité territoriale du royaume, la première cause nationale connaît une dynamique de soutien mondial sans précédent, œuvre d'une diplomatie royale efficace et sage, focus sur une action diplomatique sereine, lucide et déterminée, menée sous le leadership royal, le souverain, garant de l'unité de la nation et son premier défenseur. Une diplomatie royale ancrée et consolidée à l'échelle du continent, le Maroc entretient des liens étroits et profonds avec ses voisins du Sud. Une coopération multidimensionnelle fructueuse qui fait écho au deuxième sommet Russie-Afrique. Le chef du gouvernement y représente Sa Majesté le Roi. L'heure est aux grandes vacances sur nos plages à Fahsanjra. Les équipes de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement se mobilisent pour assurer aux estivants propreté et sécurité. L'opération Bahr Bla Plastique, une action qui cible surtout les plus jeunes. Bonsoir, le Maroc poursuit sa marche résolue vers la consécration de ses droits historiques et légitimes sur son Sahara. De grands acquis engrangés à la faveur de la vision perspicace et clairvoyante de Sa Majesté le Roi. Une action diplomatique royale proactive et agissante qui permet au royaume d'enchaîner des victoires successives au service de ses intérêts suprêmes. Dernière en date, la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Un soutien clair qui vient s'ajouter à celui exprimé par une centaine de pays, dont de grandes nations comme les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne. Nesrine Ostar. La dynamique de soutien international sans équivoque en faveur de la marocanité du Sahara tire sa force d'une vision royale clairvoyante, forgée dans la fermeté, la détermination et la légitimité historique. C'est un rempart contre les agissements vains des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. La première cause nationale s'érige comme une priorité absolue de la politique étrangère du royaume, et cela se traduit par tout le travail mené de façon remarquable par notre diplomatie sous le leadership de Sa Majesté le Roi. D'ailleurs, pour le souverain, le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international et reconnaît ses vrais amis. Les victoires s'enchaînent en cascade, soutenant clairement la marocanité du Sahara et l'initiative marocaine d'autonomie comme solution définitive, réaliste et pragmatique à ce conflit artificiel. Plus de 90 pays soutiennent le Maroc. C'est un échec cuisant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Autant d'avancées diplomatiques majeures qui reflètent le fort engagement d'un royaume ancestral déterminé à défendre ses droits légitimes et sa souveraineté pleine et entière sur ses provinces du Sud. Cette dynamique confirme à bien des égards la plénitude des droits historiques du Maroc sur ses provinces du Sud. C'est aussi la consécration d'une vision royale, clairvoyante et sage, et d'une diplomatie proactive et gagnante sur tous les fronts, car elle est basée sur la légitimité et la crédibilité. En octobre dernier, la résolution 2654, elle consacre de manière irréversible la centralité, la crédibilité et le sérieux de l'initiative marocaine d'autonomie, et cela en tant que seule et unique solution à ce différend régional, alors que 28 pays africains, arabes et latino-américains ont décidé d'ouvrir des consulats généraux dans les villes de Laayoune et de Dakhla. Nous en ferons le décryptage avec le politologue et professeur de droit Moustapha Salmi. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes devant une vraie dynamique de fond portée par le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Peut-on dire que véritablement nous récoltons aujourd'hui les fruits de longues années d'action d'une diplomatie royale éclairée et de grande sagesse ? Oui, évidemment qu'à quelques jours de la fin du trône, c'est utile de faire le point sur le bilan de notre diplomatie, qui est un bilan exceptionnel, il faut bien le dire. Alors pourquoi ? Une diplomatie se construit sur une accumulation de facteurs. On ne décide pas du jour au lendemain d'avoir une diplomatie brillante à droite, à gauche, etc. C'est une diplomatie qui se construit pas à pas, suivant les conjonctures, suivant les positions des uns et des autres, etc.
Et elle a, le premier mérite qu'elle a, c'est qu'elle est portée et incarnée par le souverain. C'est-à-dire, il y a un leadership. Il y a un leadership royal qui est affirmé, qui est reconnu à l'international, je n'y reviens pas, c'est connu, etc. Il y a également un consensus national. Consensus national pour cette diplomatie-là, en particulier pour ce qui est de la question du national, ça on y reviendra. Et il y a aussi une vision. Notre diplomatie, elle a un certain nombre de principes, elle est lisible et visible et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'elle défend des principes de paix, de coopération, de partenariat, de solidarité, de stabilité et de sécurité. Et sur ce plan-là, le Maroc n'est jamais sorti de ce périmètre, de ces couloirs, si je puis dire. Tout le temps, il a défendu cette diplomatie-là sur la base du référentiel que j'ai évoqué. L'autre élément de notre diplomatie, c'est qu'elle ne se contente pas de cela, elle apporte un plus qui la distingue de la diplomatie d'autres pays maghrébins, arabes et autres. C'est quoi le plus ? C'est toute la vision royale pour ce qui est de la coopération sud-sud, avec le continent africain en particulier. C'est l'élargissement des partenariats stratégiques avec un certain nombre de puissances. C'est le fait de porter un certain nombre de grands chantiers internationaux, le changement climatique, les énergies renouvelables, avec maintenant l'hydrogène vert, etc. Et puis, c'est une voie de paix, c'est un message de paix, je crois que ça, c'est important. Alors ça se traduit aussi par le fait que c'est facile de décrypter notre diplomatie parce qu'elle est identifiable. Elle n'est pas confuse, elle n'est pas opportuniste, elle n'est pas liée à des intérêts particuliers. Dans l'exemple de l'affaire de la Libye, le Maroc est le seul pays qui, sur le plan de la Libye, n'a pas varié depuis 13 ans parce qu'il a une position constante, une solution libyenne avec les Libyens, pour les Libyens, sans aucune interférence étrangère. Voilà ce qui donne cette singularité, si je puis dire, à la diplomatie marocaine et à cette capitalisation qu'elle a sur la scène internationale. Et on en arrive aussi à la position claire et sans équivoque exprimée par Israël et bien d'autres grandes puissances mondiales. Sommes-nous effectivement devant un repositionnement de la légalité internationale et donc des droits légitimes du Maroc sur ces provinces du Sud ? Je ne parlerai pas de repositionnement, je parlerai d'une dynamique nouvelle qui renforce de nouveau la légalité internationale de la récupération des provinces sahariennes. Et donc, là aussi, ça s'est fait par étapes. Vous savez, c'est un dossier qui est posé depuis 1975, qui a eu des séquences, etc. Nous sommes depuis 2007 dans une autre séquence qui est l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces sahariennes, avec la résolution adoptée par le Conseil de sécurité en 2007, et dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité jusqu'à la 2654 d'octobre dernier. C'est quoi ? C'est le primat de la solution de l'initiative marocaine d'autonomie, c'est un principe de négociation, des paramètres de négociation et l'identification des parties qui sont identifiées maintenant. Il y a 4, il y a eu 2 tables rondes, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste. Et puis le fait aussi que c'est un processus qui est désormais entre les mains exclusives du Conseil de sécurité, malgré les manœuvres de certains pour essayer de le faire sous-traiter, si je puis dire, par l'Union africaine, ailleurs, etc. Et donc le Maroc est tout à fait à l'aise pour ce qui est de la réaffirmation de ses positions depuis toujours. C'est pris en compte par la communauté internationale et c'est une dynamique avec de grandes avancées illustrées par la reconnaissance américaine en décembre 2020 de la Marocanité du Sahara, par de grands pays, l'Allemagne, l'Espagne, d'autres pays, la Hollande, la Serbie, etc. Nous sommes donc sur ce plan-là extrêmement avancés. Il y a 18 pays de l'Union européenne qui soutiennent sans hésitation la position marocaine. D'autres sont encore un peu décalés, dont la France, il faut le signaler au passage. Et puis, il y a 83% des pays, 83% des 193 pays membres de l'ONU qui soutiennent le processus onusien et partant le projet d'autonomie présenté par le Maroc. Donc tout ça fait que c'est une dynamique qui ne peut pas reculer et que cette dynamique se nourrit elle-même d'un ressort qui fait qu'elle avance.
Focus à présent, professeur, sur cet autre axe majeur de la diplomatie marocaine, celui porté sur une vision royale pour le continent africain. Un partenariat fondé sur le bon voisinage et une coopération sud-sud gagnant-gagnant telle que prônée par la diplomatie royale. Une approche qui fait écho à Saint-Pétersbourg à l'occasion du 2e sommet Russie-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch représente Sa Majesté le roi Mohamed VI aux travaux de ce sommet, travaux qui se sont ouverts en présence de chefs d'État, de gouvernement et de ministres de 49 pays africains. Les enjeux sont énormes et surtout urgents. Pour la Russie, il s'agit de se positionner sur le marché africain. L'Afrique, elle, cherche un partenaire de confiance, essentiel pour un continent en pleine expansion. C'est d'ailleurs tout le but de ce sommet qui vient aussi poser les bases d'une coopération fructueuse. Un agenda des priorités avec pour socle la souveraineté alimentaire, les infrastructures de base, l'agriculture, la sécurité et l'éducation. Des secteurs clés. L'un des sujets cruciaux, c'est la question de la sécurité alimentaire, car l'Afrique est en passe de devenir un grand marché pour les produits russes, essentiellement les céréales. En ouverture des travaux, le président russe Vladimir Poutine a promis de livrer dans les mois qui viennent gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains. Un sujet qui suscite des inquiétudes après l'abandon par Moscou d'un accord crucial qui permettait depuis l'été 2022 à l'Ukraine d'exporter, y compris vers l'Afrique, ces céréales malgré le blocus russe des ports ukrainiens. L'actualité diplomatique, professeur, c'est aussi ce sommet Afrique-Russie ouvert à Saint-Pétersbourg. Oui, le Maroc est présent. Sa Majesté le roi est représenté par le chef du gouvernement et par une importante délégation, dont le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Le Maroc est présent, d'abord parce qu'il est membre du continent africain, membre de l'UA. Ensuite, il a des choses à dire pour ce qui est de la coopération entre la Russie et l'Afrique, parce que lui-même, il a un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie et qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites entre les deux pays. Et puis, dernier point, la voix du Maroc compte, parce que le Maroc est sur beaucoup de matières et la voix de l'Afrique. La désertification, le changement climatique, le problème des réfugiés, etc. Donc voilà des questions qui intéressent la communauté internationale. C'est l'occasion pour le Maroc, à Saint-Pétersbourg, de reprendre langue avec les uns et les autres, une occasion de contact, d'opportunité et de marquer sa présence parce que nous avons des choses à dire. Le Maroc est une puissance montante, une puissance influente et crédible. Autre fait marquant, professeur, le vaste coup de filet antiterroriste du BCIJ et de la Brigade nationale de la police judiciaire. 50 suspects interpellés hier. Il s'agit donc d'une opération sécuritaire d'envergure menée simultanément dans plusieurs villes à travers le royaume. C'est dire l'efficacité et l'efficience de la stratégie marocaine en matière de lutte contre ces fléaux, terrorisme et extrémisme violent. Stratégie menée évidemment sous le leadership de Sa Majesté le roi. Faut-il revenir de nouveau sur l'efficacité de l'appareil sécuritaire du Maroc? Je crois que c'est connu. Les Marocains s'en félicitent. Et à l'international, c'est apprécié, vous le savez. Cela dit, il n'y a pas de risque zéro. Et donc, l'appareil sécuritaire marocain est en veille, plus encore, il est dans une situation de vigilance permanente. Alors, pour cette opération-là, je rappelle qu'une semaine auparavant, il y a eu une autre opération en coopération avec les Espagnols pour un démantèlement d'un réseau. Donc, vous voyez que ça marche bien. Cette opération, elle est particulière. Particulière quant au nombre d'abord. Aux effectifs, c'est une cinquantaine de membres qui ont été interpellés. Pourquoi? On appelle ça dans le vocabulaire technique, si je puis dire, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Mais elle a été préparée. Elle a été préparée par un certain nombre de techniques qui sont connues, etc. Donc, finalement, coup de pied dans la fourmilière, on a ramassé 51 personnes. Et on a fait le tri. Donc il y en a une trentaine qui ont été donc Mise en garde à vue. Non, il y en a une trentaine qui n'ont pas été retenues et il y en a une vingtaine qui ont été placées en garde à vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a contre ces personnes-là un certain nombre d'éléments
probants, convergents, matériels peut-être et autres, etc., qui justifient leur garde à vue et peut-être la présentation au parquet pour prendre les mesures appropriées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a eu lieu dans plusieurs villes du royaume. Et je crois que c'est important, ça prouve qu'il y avait d'abord des éléments, les perquisitions qui ont eu lieu, il y avait des couteaux, il y avait des objets, il y avait du matériel, il y a du matériel notamment et des manuels techniques pour fabriquer des explosifs, etc. Donc c'est quelque chose qui était en préparation. L'appareil sécuritaire a décidé d'opérer de cette manière-là parce que c'était, me semble-t-il, juste avant le passage à l'acte. Et donc c'était important qu'il y ait cette opération-là qui a donné ses effets. Et il y aura d'autres opérations, etc. Parce que la veille est constante, elle est permanente. Et c'est une veille qui est aussi complétée par une veille citoyenne et qui va tout à fait au-devant des aspirations de paix, de tranquillité des Marocains. Monsieur Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Quelle performance pour nos banques en 2023. Les pronostics sont plutôt rassurants. À en croire le dernier rapport de l'agence de notation américaine Fitch Ratings, il en ressort des perspectives de rendement positives. Les banques marocaines seraient, selon Fitch, en bonne position pour délivrer de bonnes performances durant l'année en cours. Et ce, en dépit des conditions macroéconomiques mondiales et nationales turbulentes. La profitabilité devrait à son tour s'améliorer à un rythme soutenu en raison de la baisse des charges de dépréciation et la hausse des taux. Quittons le monde de la finance pour un tout autre environnement, le bord de mer. À Farsanjra, sur le large de la plage d'Alia, une action environnementale est menée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Bahar Bla Plastique, pour sa 4e édition, l'opération propose une série d'activités de sensibilisation à la pollution des océans, la protection du littoral ou encore l'environnement marin. Cours théoriques et ateliers pratiques sont organisés au profit des enfants d'une association éducative. Estivants et visiteurs de la plage sont également de la partie. Dominique Orlando. À elle seule, cette très jolie mélodie entonnée depuis plus de 20 ans par les petits boundifs de l'environnement suscite en la plupart d'entre nous l'envie de se comporter en bons citoyens, en particulier durant cette saison estivale où la pression sur les écosystèmes, notamment marins, demeure considérable, vu le nombre de vacanciers présents au jour le jour sur l'ensemble des plages du royaume. À travers cette 4e édition de l'opération Place sans plastique, nous souhaitons sensibiliser en particulier les plus jeunes, leur expliquer les dangers de la pollution plastique sur les océans, également leur enseigner ces notions d'économie bleue et de recyclage. Autant d'ateliers thématiques en liaison directe avec la protection du littoral et de l'environnement marin. Cela se traduit par des cours à la fois théoriques et pratiques qui visent à raffermir la conscience écologique des jeunes, mais aussi des enfants. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il ne faut rien jeter à la mer, et encore moins le plastique. J'ai pu voir comment les plongeurs s'organisent pour nettoyer les fonds marins. C'est terrible ce qu'il y a comme pollution. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui est présidée par son Altesse royale la princesse Lalla Arslan, projette de réduire sur chacune des 109 plages concernées par ce programme pas moins de 10 tonnes de déchets plastiques. Pour cela, il est prévu durant toute cette saison estivale 2023 et à travers tout le royaume, pas moins de 40 000 actions de sensibilisation comme celle-ci. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.